Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le décès d'Ahmed Bakayoko, homme politique très populaire, ambitieux et conciliant, a suscité une forte émotion dans toute la Côte d'Ivoire. L'annonce de son décès a été faite par le président de la République lui-même, Alassane Ouattara, à travers son compte Twitter. Le 8 mars, Ahmed Bakayoko venait d'avoir ses 56 ans. Mais comment expliquer la brutalité de sa mort? C'est un assassinat politique ou tout simplement une mort naturelle? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Côte d'Ivoire, assassinat politique ou mort naturelle, s'achemine-t-on vers une épuration politique? C'est notre grande interrogation ce vendredi. Ce qui était une rumeur il y a encore quelques jours est devenu une réalité. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, 56 ans, est mort à Fribourg, en Allemagne. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a d'ailleurs confirmé la nouvelle sur son compte Facebook. C'est le deuxième chef du gouvernement ivoirien à mourir en moins d'un an, pour ne pas dire en l'espace de quelques mois. Son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly est décédé en juillet 2020 après un malaise en plein conseil des ministres. Sa mort était survenue une semaine après son séjour médical de 3 mois en France. Il était choisi comme dauphin du président actuel et qui devait représenter le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie à la présidentielle ivoirienne d'octobre 2020. Nommé Premier ministre en juillet 2020, Ahmed Bakayoko n'a pas duré dans ses fonctions. Malade depuis le mois de février, il a été évacué en France, puis en Allemagne où il est mort. Proche d'Alassane Dramane Ouattara depuis 20 ans, il était le maire de la commune d'Abobo et député de Séguéla, sa ville d'origine. Beaucoup le considéraient comme un des successeurs potentiels d'Alassane Dramane Ouattara. Journaliste de métier, Ahmed Bakayoko a fondé en 1990 le quotidien ivoirien Le Patriote qu'il a dirigé pendant 3 ans. Durant la même période, il milite au PDCI dans la section étudiante et finit par rejoindre le Rassemblement des Républicains. Il dirige la radio Nostalgie Abidjan de 1993 à 2000, année durant laquelle il devient le président directeur général de Nostalgie Afrique. Homme politique influent, l'ancien Premier ministre ivoirien est aussi très connu dans le milieu de la culture dans son pays. Un carnet d'adresses, il faut le dire comme ça, bien fourni, il faut le dire, dans le domaine musical hérité de ses anciennes responsabilités à Radio Nostalgie. Il était en effet très proche du chanteur DJ Arafat, décédé en 2019, d'Assalfo de Magic System et de Tiken Jafakoli. Il était aussi connu comme étant un homme de réseau avec des relations d'autres pays africains et surtout européens. Ahmed Bakayoko est un des membres fondateurs du Rassemblement des Républicains. On parle bien sûr du RDR. C'est sous cette bannière qu'il devient ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication dans le gouvernement de réconciliation nationale formé après les accords de Linas Marcoussis en 2003. En 2011, il est nommé ministre ivoirien de l'Intérieur par Alassane Dramane Ouattara, un poste qu'il quittera en 2017. À la mort de Gon Coulibaly en juillet 2020, Ahmed Bakayoko invite le président ivoirien à se présenter, bien que beaucoup le voyaient comme dauphin potentiel. Confirmé dans ses fonctions de Premier ministre, Ahmed Bakayoko garde le portefeuille de la défense qu'il occupe depuis 2017. Le 8 mars, le président Ouattara remplace Ahmed Bakayoko à titre intérimaire par Patrick Hachi, au poste de Premier ministre et par son frère Téné Birahima Ouattara au poste de ministre de la Défense. Mais voilà, à peine installé, Patrick Hachi est également tombé malade. Évacué directement du côté de l'Europe où on nous parle d'un malaise, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était un AVC. Mais pour mieux comprendre les choses, rappelons qu'il y a au moins 5 membres du gouvernement ivoirien qui sont morts sous, il faut le dire comme ça, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Commençons déjà par Charles Kofi Dibi, ancien ministre et président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Charles est décédé le 7 décembre 2019 des suites de maladie. Le colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouattaro, il était commandant en second de la garde républicaine et chef de corps de la garde républicaine. Il est décédé le 5 janvier 2020. Tenez bien, des suites de maladie. Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre décédé le 8 juin 2020,
des suites de maladie. Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, décédé le 23 octobre 2020 des suites de maladie. Ahmed Bakayoko dit Hambak, oui c'est comme ça qu'on l'appelait, Hambak, pour rappeler justement Hambak, pour ceux qui ont regardé le film, décédé le 10 mars 2020. Ancien ministre de la Défense, ancien Premier ministre, décédé le 10 mars 2021 des suites de maladie. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin, Côte d'Ivoire, assassinat politique ou mort naturelle, s'achemine-t-on vers une épuration politique? Parce qu'il faut le dire, eh bien, les hommes que je viens de citer avaient justement c'était de potentiels, il faut le dire comme ça, président de la République. Paul est là, quelle est votre réaction? Alors, c'est un sujet difficile parce que quand il s'agit, je voudrais déjà commencer par présenter mes condoléances aux familles durement éprouvées, oui, à la famille notamment de Ahmed Bakayoko. Bakayoko, parce que c'est très dur, qui est décédé le 10 mars dernier. Et ça m'inspire, cette situation m'inspire un certain nombre de questionnements. Premièrement, ça donne l'envie de se dire qu'il ne fait pas bon être dans le gouvernement ivoirien depuis quelques années, parce que vous venez de faire l'égrenage de toutes ces personnalités qui sont passées de vie à trépas. Allez savoir, est-ce que c'est de façon qui pose des interrogations, est-ce que c'est... Et donc, ce qui m'interpelle, c'est que quand on se souvient que ces personnalités, souvent même avant d'être des personnalités, sont souvent, beaucoup parmi elles en tout cas, prêtes à tuer père et mère pour avoir des postes, et que elles sont prêtes souvent à faire toutes sortes de compromis et de compromissions, peut-être pas toutes, mais en tout cas une bonne partie, et que finalement, on se rend compte que pour certaines d'entre elles, dans des proportions assez non négligeables et inquiétantes, elles se retrouvent en train de payer au prix fort, en tout cas au prix suprême, c'est-à-dire celui de leur vie, certaines positions, certaines oppositions ou certaines réalités qui vont à l'encontre en réalité de leurs orientations. Vous comprenez bien que je suis en train d'être prudent parce qu'on ne sait pas toujours ce qui motive des tentatives ou alors des programmes d'élimination politique qui passent malheureusement souvent par l'élimination physique. Et on se rend compte finalement que c'est risqué, c'est dangereux. Et on se demande si ça vaut le coup de payer souvent le prix fort de toutes sortes de sacrifices, oui, pour atteindre des hautes fonctions, si en fin de compte, on peut se retrouver justement de mettre sous terre du fait justement de nos ambitions qui finalement sont payées au prix de nos vies. C'est à s'interroger, c'est à se demander à quoi bon finalement. Et donc, on a envie aussi de s'interroger sur la notion même de patriotisme, la notion même d'intérêt général. Parce que si tant est, vous voyez que je suis prudent, si tant est que ces morts ne soient pas naturelles et qu'elles correspondent à des éliminations politiques qui malheureusement passent par les éliminations de leur vie, on a envie de se demander finalement, est-ce que ces présidents, est-ce que ces gouvernements qui mettent en avant des luttes intestines qui vont jusqu'à s'éliminer, s'entre-éliminer physiquement, est-ce que finalement ces dirigeants politiques sont là pour le compte du peuple? Est-ce qu'ils prennent vraiment la mesure de l'intérêt du peuple? Parce que quand on en vient à s'éliminer éventuellement physiquement pour des intérêts égoïstes, politiques, pour des carrières personnelles, mais en réalité on n'est pas là pour le peuple. Parce que si je suis prêt à vous éliminer parce que je veux votre place, ça prouve bien et ça met bien en évidence ce qu'on soupçonne et ce qu'on sait depuis toujours, qu'en réalité, la majorité, l'écrasante majorité des dirigeants politiques ne sont pas là pour leur peuple. Ils sont là pour leur gueule, ils sont là pour leur ventre, ils sont là pour leurs intérêts. Et finalement, ça donne donc ce qu'on observe aujourd'hui. À savoir que ce qu'on observe aujourd'hui, en réalité, c'est vieux comme le monde. Mais en réalité, pour le cas de la Côte d'Ivoire, on est en droit de s'interroger. Parce qu'en réalité, l'intelligence participe du questionnement.
Donc on ne peut pas rester là en disant « Oh, c'est pas grave, c'est une coïncidence, il n'y a pas de souci. » On est en droit de s'interroger sans tirer de conclusions hâtives, mais on est en droit de se poser des questions. Et donc les questions que ça suggère, c'est justement à quoi bon parfois tuer père et mère, vendre son âme pour des postes, si en fin de compte c'est comme ça qu'on paye le prix au péril justement de nos vies. Et aussi, et je l'ai déjà dit, je le répète, est-ce qu'on est vraiment là pour le peuple? Et enfin, quand vous vous rendez compte que tous ces dirigeants, malheureusement, qui sont passés de vie à trépas, en réalité, les nouvelles de leur décès, à 99,99%, nous viennent d'où? De l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, des États-Unis. Ils sont pourtant des dirigeants qui doivent montrer l'exemple en prônant la confiance de leurs institutions auprès de leur peuple, mais ils sont les premiers à démissionner et à montrer qu'eux-mêmes n'ont pas confiance dans leurs institutions, au moins sanitaires, et ils sont toujours en train, dès la première toux, dès la première grippe, dès le premier mal de pied, en train de prendre le premier avion. Alors, ça confirme bien que on n'a pas de dirigeants qui méritent en réalité que le peuple s'attarde à penser qu'ils sont là pour leur fait et cause. Donc vous êtes de ceux qui pensent que évacuer du côté de la France, eh bien la France n'a pas voulu prendre la responsabilité de sa mort, l'a évacué immédiatement à Fribourg, en Allemagne, où est finalement mort. Allez savoir. Allez vous savoir. posez la question. Allez savoir. De toute façon, moi je mets surtout en évidence le caractère servile, le caractère antipatriotique de nos présidents, de nos dirigeants, de nos ministres, de nos directeurs généraux, en tout cas de tous ceux qui ont la dragée haute, qui tiennent la dragée haute par rapport à des instances de nos pays, et qui, en réalité, sont finalement le déni de ce qu'ils sont supposés présenter et défendre, c'est-à-dire la valeur de leur pays et de leurs institutions, puisqu'ils sont les premiers encore à traverser, pardon, à voyager pour aller faire confiance en réalité à des systèmes médicaux qu'ils étaient supposés avoir garantis dans leur pays. Donc, il n'est pas de bon ton, visiblement, après tout ce que vous avez cité comme personnalités qui sont passées de vie à trépas en Côte d'Ivoire, il n'est pas prudent, sous Ouattara bien sûr, il n'est pas prudent, ça mène à réfléchir, parce que les protagonistes à des postes en Côte d'Ivoire sous le régime actuel doivent bien réfléchir et doivent bien s'assurer qu'ils ont les arrières solides et que ce en quoi ils croient sont suffisamment puissants pour contrecarrer les éventuels écueils qui mèneraient au pire. Albert Anatola, ici, je vais reprendre, il faut le dire comme ça, les propos de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas véritablement. Vous allez me regretter un jour. Vous êtes sur le mauvais chemin. Les plus chanceux d'entre vous seront jetés en prison ou en exil et les plus malchanceux seront tués. Je vous poserai donc une question. Est-ce des paroles de malédiction qui sont tombées sur toutes ces personnes? Je prends le cas par exemple d'Ahmed Bakayoko et sans oublier Ouattao. Est-ce une prophétie qui finalement s'est accomplie? Prophétie, peut-être, mais c'est une évidence. Vous savez, Laurent Gbagbo, c'est un combattant, c'est un politicien pur et dur, oui, et qui a l'expérience, n'est-ce pas, de la politique. Tout à l'heure, dans votre chapeau, vous avez énoncé un certain nombre de décès qui sont survenus soit l'année dernière, soit cette année, 2021. Mais moi, je voudrais un peu rentrer en arrière. Parce que finalement, on a le sentiment que le dieu grec de la mort est en train de suivre M. Alassane Dramane Ouattara. Je crois, je passe sur le contrôle de Dr Mbelek. Je crois que le dieu de la mort s'appelle Hadès, je crois bien, qui est en train de suivre, n'est-ce pas, Ouattara. Souvenez-vous que lorsqu'il arrive à la BCAO, il remplace son prédécesseur qui venait de décider, M. Alassane Dramane Ouattara. Et souvenez-vous également que l'une des dernières personnes à voir Houphouët-Boigny vivant, c'était Alassane Dramane Ouattara, avec son épouse actuelle. Il y a un certain nombre d'événements comme ça qui sont antérieurs à 2011, 2020, 2021.
il y a beaucoup de personnages comme ça que M. Alassane Dramane Ouattara a côtoyé qui par la suite sont passés de via trépas. Revenons justement sur le déroulé de ce que vous dites. Moi j'ai le sentiment qu'il y a comme, si ce n'est pas justement cette dieu de la mort qui doit le suivre partout, il s'agit tout simplement des assassinats politiques. Je voudrais prendre deux éléments factuels. La plupart des décédés ou de ces personnalités qui sont décédés ou bien qui sont encore malades pour certains, Oui. sont soit les politiciens, soit les technocrates, soit des successeurs potentiels, je veux dire les successeurs constitutionnels potentiels Oui. de M. Alassane Dramane Ouattara. Et je voudrais également évoquer notre aspect. C'est-à-dire que lorsque vous regardez actuellement la structuration, n'est-ce pas, de l'appareil politique de la Côte d'Ivoire, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a que le président de la République qui n'a pas de souci, qui est véritablement en poste. Il y a plusieurs castings au niveau des deux chambres du Parlement ivoirien, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, qui est HS, qui est le successeur continu potentiel. Vous avez le président du Sénat, qui est également HS, qui est également le successeur potentiel. Vous avez le président du Conseil économique et social, Oui. qui est HS, parce que c'est également un successeur. Tous sont malades, il faut bien dire HS. Ils sont malades et évacués. Quand il dit HS, Oui. c'est-à-dire qu'ils ne Pour sont les pas là. téléspectateurs. C'est-à-dire soit ils sont morts, soit ils sont évacués à l'extérieur et ils n'ont pas l'intention de revenir au pays. Oui. Ça, il faut aussi le dire. Je parle de l'actuel du président du Sénat, Oui, le président du Sénat. qui est en Allemagne, qui est en évacuation sanitaire en Allemagne, et c'est pas tout le monde qui lui rend visite en dehors de sa famille, et pas n'importe qui dans la famille. Donc il n'a pas l'intention de revenir de sitôt. Vous avez également, vous avez tout à l'heure cité l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est décédé à la veille de l'élection présidentielle de l'année dernière. Donc je pense que ce n'est pas un hasard. Ça fait quand même trop de morts. Et ce sont des grosses intelligences. Et très souvent, ces décédés étaient initialement dans le cas d'en face, c'est-à-dire notamment, lorsque je parle par exemple de Soumaoro, qui était du Fonds populaire ivoirien, vous avez justement, comment vous l'appelez, Bakayoko, qui était initialement au PDC avant de rejoindre les rangs du RDR. Donc, je constate que c'était d'abord au départ les adversaires politiques avant de venir en interne. Ça questionne donc le casting, parce que lorsque je parcours une certaine actualité relative à cette affaire-là, il y a une certaine opinion qui pense que il y a le processus de mise en place d'une monarchie qui est en train d'être implémenté du côté de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire une monarchie, parce que vous voyez des proches de la famille Ouattara qui occupent de gros tampons du côté de la Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas offusqué de mettre son petit frère Ministre de la Défense. ministre de la Défense. Donc, sans oublier que son épouse gère beaucoup de choses à des prises de participation dans de grosses entreprises ivoiriennes. Donc, je crois que de ce point de vue, il y a matière à s'interroger. Oui. Est-ce la malédiction des institutions de Côte d'Ivoire? Si oui, qui porte ces malédictions? Est-ce, comme je l'indiquais tantôt, le dieu Hadès qui frappe, qui est en train de frapper autour de monsieur? Et pourquoi ce dieu Hadès ne frappe pas à l'intérieur de la famille politique, d'abord politique, et ensuite même autour de la famille biologique de monsieur Alassane Dramane Ouattara? Donc, c'est quand même suspect. Je sors par là, dernier élément. Je constate également que la plupart de ces décédés, ils décèdent soit de suite d'un AVC, c'est-à-dire d'un arrêt cardiaque, soit on dit d'un empoisonnement. Parlons justement d'empoisonnement pour vous faire rebondir, Albert Anatola. Ici, il est dit actuellement du côté de la Côte d'Ivoire qu'il y a une femme qui se baladerait avec justement entre ses poches, je ne sais pas ce qu'il me dit, une potion pour justement assassiner ces hommes politiques.
C'est possible, parce que lorsque j'ai suivi... Et qu'actuellement, elle a été, elle également, déportée du côté de la France. C'est la grande faucheuse. Oui. Je pose juste la question. Hein. Non, disons que moi j'ai suivi une interview de l'un des anciens proches collaborateurs de M. Alassane Dramane Ouattara, qui l'a échappé belle. Un certain Ousmane qu'on connaît, un truc comme ça. Oui. Il dit il dit clairement le lieu où il a été empoisonné, dans quelles circonstances il a été empoisonné. Bon, ça veut donc dire que la théorie d'un empoisonnement peut tenir la route. Et cette femme, apparemment, elle est connue de tous. Ben, si elle est connue de tous, ça veut dire qu'on devait l'éviter. Tout simplement. Donc moi je pense que... qui est, n'est-ce pas, le commanditaire de ces assassinats politiques? C'est la grande interrogation aujourd'hui. C'est qui le commanditaire? Parce que dans un crime, il y a le mobile. N'est-ce pas? Oui. Mais alors, qui a intérêt à assassiner, à commettre des assassinats politiques? Il n'y a qu'une seule personne. Donc, aujourd'hui, il se dit en Côte d'Ivoire que la famille Ouattara est en train de vouloir de mettre à l'écart les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, pour mettre justement en place la monarchie Ouattara, qui n'a aucun village nulle part en Côte d'Ivoire. Donc, je crois que ça également, nous sommes peut-être dans la spéculation, mais je pense que la thèse de l'empoisonnement tient beaucoup plus la route. Parce que c'est quand même curieux que, dans le cas de M. Ahmed Bakayoko, on dit qu'il est mort d'un cancer. Mais il y a quand même un problème. Il y a un problème, non? Oui. Il est mort d'un cancer qu'il n'avait pas avant. Puisqu'il n'avait pas d'antécédents médicaux avant. Subitement. Mais subitement, il meurt d'un cancer au point où, à peine arrivé, son état de santé s'est dégradé pour être évacué du côté de l'Allemagne. En tout cas, c'est curieux. Très curieux. On va revenir avec vous dans un instant. Je vais me tourner vers le docteur Jean-Paul Mbelek. Docteur Jean-Paul Mbelek, finalement, sur le continent africain, d'après les experts en géopolitique et sans oublier ceux qui sont justement dans la politique, ils déclarent au fort que les dirigeants du précaré français, pour se maintenir au pouvoir, éliminent souvent toutes les personnes potentielles qui pourraient les empêcher justement de rester ou alors de demeurer au pouvoir. Non, je n'adhère pas à ça. Je n'adhère pas à ça, par principe. Oui. Parce que on c'est qui? Je n'adhère pas. C'est pas très intelligent. C'est une façon de répéter et tout de jeter l'opprobre sur les Africains. Et en plus, ça fait joli quand on approuve ça tout de suite. Oui. On passe pour quelqu'un qui est dans le consensus admis. Je ne peux pas adhérer à ça. Mais si on prend par exemple le cas de deux personnalités dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, qui pouvaient d'ailleurs briguer la magistrature suprême, il y a Gon Coulibaly qui devait le remplacer constitutionnellement, il y a Ahmed Bakayoko qui également est mort le 10 mars dernier. Oui, mais là, vous m'avez soutiré la parole, pourquoi? Non, je voulais juste mettre... Non, je sais ce que je vais dire. Ah, ok, d'accord, allez-y, on va vous suivre. Moi, j'ai l'esprit... Je suis un bassa, bon teint, même si j'ai beaucoup à l'étranger. Ça, c'est Nyom allez, j'ai juste jeté un peu d'eau là, comme ça, mais ça, j'ai commencé. Donc, tu me coupes déjà. En plus, tu m'embrouilles dans mes idées, alors que mes idées étaient très claires. Allons-y, docteur Jean-Paul. Contrairement à ce que tu penses, je vais aller dans le sens d'Albert Antoine ici et de Pierre Paul est là. Oui. Sauf que mon introduction est claire. On vous Je a n'adhère suivi. pas à ça. Tu aurais même dit le contraire, j'aurais tout dit, je n'adhère pas. Parce que ça, c'est un poncif. C'est quelque chose que tout le monde dit et il passe pour quelqu'un qui est dans le consensus admis. C'est trop facile. Les mathématiques ne vont pas avec la facilité. Ce n'est pas une discipline de gens qui aiment la facilité. Il faut prendre la peine de raisonner sur les faits. Parce que raisonner sur des fake news, ça ne donne pas un bon résultat. Et avoir des bonnes nouvelles, mais mal raisonnées, ça ne donne pas un bon résultat. Il faut raisonner sur les bonnes nouvelles, les bons faits, et en même temps bien raisonner. On est d'accord? On est d'accord. Bon, j'y vais alors. Premièrement, tout à l'heure, vous voyez, excuse-moi, je te tutoie, tu as commencé avec, je crois que c'était Gon Coulibaly. Ouattao même, Ouattao. Mais avant Ouattao, il y a eu Ibrahim Coulibaly. Coulibaly, oui. Le sergent-chef, Ibrahim Coulibaly. Celui qui a créé le commando invisible, qui s'est battu à Abidjan contre le gouvernement à l'époque légitime de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, oui. Voilà. Et Ibrahim, comment il a été éliminé, IB? Mais c'est sur ordre de Ouattara. Il y avait un commanditaire déjà. On cherchait qui c'est. Il y en a qui disaient que Guillaume Soro, il est jaloux. Mais vu la tendance, on est obligé de dire Ouattara. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ces idées qu'on élimine, c'est faux. Je dirais qu'il faut... Parce que l'Afrique, bon, on dit francophone, lusophone. L'Afrique, il faut préciser, c'est un continent. Alors, précisons. Moi, je dirais qu'il y a un mode opératoire qui existe, je suis précis, les mathématiques, c'est la précision, qui semble, là, je prends des précautions, c'est tout, exister dans certains États francophones d'Afrique de l'Ouest. Oui. Les mêmes
qui sont prêts à valider l'écho. Je donne des noms bien connus, on ne peut pas contester, à savoir Dramane Ouattara et Macky Sall, qui ont des difficultés d'ailleurs, surtout Macky Sall en ce moment, n'est-ce pas? C'est ceux-là qui ont mis au point un mode opératoire, parce que c'est des serial killers. Vous savez c'est quoi un serial killer? C'est quelqu'un qui tue avec un mode opératoire qui est toujours le même. Ok? Or, on dirait, premier élément du mode opératoire, ils veulent envoyer les gens en prison, des opposants, ou en tout cas même des proches politiques qui ne les conviennent pas, ils les envoient en prison. C'est viol, tout prétexte est bon pour t'envoyer en prison et t'écarter du pouvoir. Macky Sall le fait actuellement avec Ousmane Sonko. Mais c'est pas le seul, il l'a fait avec le fils de... Il l'a fait également avec Sall, qui était maire de Dakar. Serial killer. Macky Sall. Ouattara, pareil. IB. Parce que IB demandait un droit en fait. Un peu comme les tirailleurs sénégalais ont demandé leur droit. Et on les a... Enfin, les tirailleurs sénégalais, vous voyez, c'est les Africains. On les a tués à Tcharoy, à Dakar. Mais c'est la même façon. IB demandait aussi un droit. Après, bon, le loyal service, il voulait seulement que, avant qu'ils se soumettent... Que les engagements puissent soient respectés. Voilà, et reconnu tout avant qu'ils se soumettent. On a envoyé tout de suite un autre commando pour les éliminer tous. Tout le commando a été éliminé. Ça s'est passé en une après-midi. Bon, il y a eu Ouattao. Hein, tué bizarrement. Le Ouattao qui roulait sur l'eau. Lui, je n'ai même pas. On ne voyait pas qui pouvait gêner Ouattao. Mais Ouattao faisait justement partie de ces brigands qui ont arrêté Laurent Gbagbo. Il en faisait également partie. Est-ce que je dois parler du monde entier là? Faut-il revenir sur Laurent Gbagbo qui a été arrêté, qui a ces pays? Je suis dans mon raisonnement, tu veux casser, pourquoi? Non, on vous suit. Non, mais il faut rester sur le fil du sujet. Allez-y. Bien sûr que Ouattao était là-dedans. Mais est-ce que j'ai dit que c'est parce que... Non. Bon, d'abord, je pourrais même dire qu'on est tous des Africains. Le bien et le mal fait partie de l'homme. Chez nous, il y a des bons, il y a des mauvais. Je ne suis pas en train de dédouaner les Ouattao, les IB. Je suis en train de mettre en évidence le procédé de serial killer. Et je cite quelques exemples. Donc, Ouattao. Je mets ça en charge. D'accord. Il s'agit de charger Ouattara. Et puis, hier, c'était Macky Sall. Maintenant, c'est Ouattara. Mais donc, je vais sortir toutes les preuves, même de ceux qui lui sont voisins, même ceux qui ont commis des crimes. Peu importe les atouts aussi. Ils viennent dans le dossier. C'est pour alourdir celui de Ouattara. Vous allez voir, c'est là que je vais en venir en fait. D'accord. Je donne déjà la couleur de la chute. Voilà. Alors, il y a eu Ouattao. Là, comme maintenant on rejoint, vous avez dit Gon Coulibaly, qui était censé être le successeur, et Ouattara ne se représente plus. Oui. Vous voyez déjà que le monsieur est déjà en défaut. Voilà, lui, ce monsieur-là, on appelle ça, il n'a pas de parole. Pour un Africain, c'est honteux. Sa parole ne vaut rien. Parce qu'il a dit en Mondiovision qu'il ne se représenterait pas. Non seulement c'est anticonstitutionnel. Moi, si je devais descendre le dossier là, je m'en tiens à l'essentiel. Hein. Je vais pas aller dans tous les sens et puis noyer le poisson, on ne sait plus où on en est. Parce que l'argument c'est « Ah, c'est anticonstitutionnel, on se bat là-dessus. » Non. Non, 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 non. C'est pas pour moi, c'est pas l'argument important. C'est pas qu'il n'existe pas. Non, mais en tant qu'Africain, l'argument important, c'est que ce monsieur est parjure. Sa parole ne vaut rien. En Afrique, le plus important, c'est la parole. C'est pour cela que les Égyptiens, leur écriture, ils ne l'appelaient pas écriture. Alors qu'ils ont des mots sèches. Ils ont des rêves pour décrire. Ils disaient Médou Néter. La parole sacrée. Et en même temps, ça veut aussi dire la parole divine. Donc, la parole chez les Africains est sacrée. Et c'est marqué dans le marbre en Égypte ancienne. Qui veut contester? Ça date depuis de 5000 ans. Ok? Voilà. Et c'est encore là, on appelle ça Médou Néter. L'hiéroglyphe, c'est un mot grec. Hieroglyphein, caractère sacré. Ça, c'est du grec. Mais les Égyptiens eux-mêmes appellent son écriture, que ce soit dès le début ou à la fin, quand c'est cursif, c'est parole sacrée. Donc la parole est sacrée. Oui. Et c'est ainsi, c'est resté en Afrique. On dit que l'Afrique, c'est la culture de l'oralité. C'est pas vrai. L'Afrique, c'est la culture de l'écrit. Les écrits dans le monde, il n'y a pas... Si on comptait combien d'écritures existent dans le monde, la densité la plus forte, c'est en Afrique. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est l'Afrique qui a la plus forte densité d'écritures différentes. En Afrique, c'est tous les supports. Mais l'Afrique a tout privilégié, l'oralité. C'est quand tu donnes ta parole, tu es engagé. Et c'est ça qui nous a tués face aux colons. Nous, on donnait nos paroles, on respectait, eux ne respectent pas leurs paroles. Puisque ça n'engage que ceux qui y croient. Vous voyez? Et d'ailleurs, même quand ils écrivent, ça n'engage que ceux qui y croient. Et donc, mais Ouattara est un parjure. Ensuite, finalement, Gon Coulibaly était censé être son successeur. Vous vous souvenez? Oui. Je ne regarde même pas comment il est mort, alors qu'il était malade, il portait un pacemaker. Mais bon, bref, passons. C'est pas important. Pour mon argument. Alors, mais non, le dernier en date, là. Avant de parler du Premier ministre, soi-disant actuel, parce qu'apparemment il est mal. C'est Ahmed Bakayoko. Ben, attendez. C'est lui, il a été présenté carrément comme le fils spirituel de Ouattara, fils. Même son fils est mort maintenant. Mais vous ne vous souvenez pas, ne restez pas scotché à l'actualité du moment, revenez un peu en arrière. C'était le fils spirituel de Ouattara.
celui qu'on ne pouvait pas toucher. Il y en a même qui lui prêtaient des relations avec Mme Ouattara. Ahmed Bakayoko. Oui. C'est pas tout. Grand maître de la franc-maçonnerie Oui. en Côte d'Ivoire. Grand maître, mais tu es puissant et tu tombes comme ça, comme un minable. Mais grand maître, on se disait même que peut-être même Ouattara lui rend des comptes de temps en temps, en tout cas au niveau des loges. Oui. Mais ne voilà qui tombe comme un minable. Grand maître. Bon, il faut dire entre parenthèses qu'avant qu'il tombe, il y avait des rififi chez les francs-maçons en Côte d'Ivoire. 40 loges, environ 2000 adhérents. Voilà. Apparemment, Bakayoko, dans la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire, on lui reprochait de ne pas défendre les francs-maçons de l'opposition, à savoir ceux du PDCI et d'un autre parti politique que je ne connais pas beaucoup. Voilà. Donc, bon, bref, il y avait des rififi un peu chez eux là-bas. Mais attendez. Le mode opératoire qui a lieu en Afrique de l'Ouest et que Ouattara, lui, il exploite à outrance. Parce que vous voyez que Ouattara, non seulement il envoie les gens en prison, mais en plus, lui, il met le crime, il tue. Il tue. Parce que même là, la prise de pouvoir, vous l'avez dit au début. Non, Oui, oui. il tue. Il a tué des gens. Il a pris le pouvoir en marchant sur des cadavres. Je ne voudrais pas cette image de... Même si je ne l'ai pas vu, parce que je ne l'ai pas voir, mais ça me reste quand même dans la pensée de la tête de ce jeune Ivoirien qu'on tape dessus comme un ballon de football. Et ça, c'était pour les... On en a parlé d'ailleurs sur ce plateau. présidentielles, là. Oui. Donc Ouattara, il a poussé à l'extrême dans le mode opératoire. Parler de Hadès, c'est le dédouaner. Non, c'est Ouattara qui est dans un... C'est une montre religieuse. Ouattara, dans son mode opératoire, lui, il a mis l'assassinat politique. Je n'ai pas fini, si vous me permettez. Non, allez-y. Allez. Voilà. Ensuite, Vous avez toute la parole. ce Ouattarus, pour parler de latin, parce que Ouattara, ce serait féminin chez les latins, masculin Ouattarus. Ce Ouattarus-là, Ouattara, excusez-moi, je reviens. Correct. Ouattara n'est pas ivoirien. Je ne le dis pas, oui, moi j'essaie de penser différemment. Hein. Je ne le dis pas sur la base de ceux qui disent qu'il n'a pas de village en Côte d'Ivoire et qu'il est venu en tant que Burkinabé et que, bon, finalement, c'est Gbagbo qui lui a permis d'avoir cette citoyenneté pour se présenter aux élections, histoire de calmer le jeu. C'est ce qu'on nous dit couramment. C'est juste, bien sûr. Oui. En tout cas, moi, je ne peux pas l'invalider. Mais ce n'est pas sur cet argument que moi, je me base. Parce que je n'ai jamais été contre le fait qu'un Africain évolue dans un autre État africain. Vous l'avez toujours dit. Pour vous... D'abord, ces frontières ne sont pas les nôtres. Et nous, chez les Africains, on ne met pas cette barrière. Oui. Vous l'avez toujours dit. Et puis, dans l'idéologie, moi, je suis panafricain. Oui. Donc, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Moi, ça ne me gêne pas que Ouattara eusse même été président ici au Cameroun. Ça ne me gêne pas. Je n'ai pas de problème. N'importe quel Africain, même un Algérien, bien blanc même, il vient au Cameroun des présidents, ça ne me gênera pas. En tant que... Je serai seulement une seule condition. Est-ce que ce monsieur-là vraiment assume son africanité? Dès qu'il assume son africanité, qu'il soit bon ou mauvais, chez les humains, il y a les bons et les mauvais. Moi, je n'ai pas de problème là-bas. Je suis qu'un simple humain. Mais Ouattara, je me base sur autre chose. Je me base sur la définition de l'identité qui est donnée par Cheikh Anta Diop. Il y a le plus important, parce que chez Cheikh Anta, c'est ordonné. Oui. Le plus important de ne pas perdre, c'est la conscience historique. Ensuite, il y a le facteur linguistique. Et finalement, le facteur psychologique. Comme c'est ordonné, on a tendance à négliger le facteur psychologique. J'ai remarqué que le facteur psychologique, et même linguistique, lui, joue un rôle très important en politique. Vous voyez? Je donne un contre-exemple donné par Cheikh Anta lui-même. Cheikh Anta, il disait par exemple que, bon, c'est vrai, nous sommes tous des humains, donc les gens disent qu'il n'y a pas de race et tout. Ok, ça c'est la biologie qui parle. Oui, mais au niveau politique, tu ne peux pas aller voir, à l'époque il y avait l'apartheid, aller voir Vorster, qui était à l'époque le président Afrique du Sud, l'époque de l'apartheid, et en tant que Zoulou, et lui dire, mais Vorster, pourquoi tu fais l'apartheid? Puisque nous avons le même stock génétique, nous sommes des humains, il va te rigoler au nez. Parce qu'en politique, ce sont ces facteurs psychologiques et linguistiques qui vont jouer. Ici, on a voulu jouer là-dessus à travers la colonisation, en parlant du problème du nozo. Vous voyez? Et puis il y a même la religion, dans le facteur psychologique, on peut mettre tout ça. Tout ce qui va vous opposer. Pourtant, ce n'est pas, vous voyez que ce n'est pas l'essentiel. On va vous distraire sur, vous allez vous tuer là-dessus. Alors que l'essentiel, c'est le facteur historique. Le fait que nous avons la même chose, nous savons tous où nous venons, on sait qu'on est les mêmes. Mais ce n'est pas ça qui va jouer d'abord en politique, malheureusement. Même le racisme, vous voyez, c'est basé sur cet élément le plus bas dans la classification de l'identité. Mais Ouattara, sa psychologie n'est pas celle d'un Ivoirien ordinaire. Et d'ailleurs, les Ivoiriens ne le comprennent pas. C'est pour ça qu'ils mènent le jeu. Ça prouve qu'il n'est pas Ivoirien.
Oui, parce qu'aucun, que ce soit Bakayoko, personne ne l'a lu, que ce soit Gon Koulibaly, et même Gbagbo, aucun Ivoirien n'arrive à lire Ouattara. Mais parce qu'il n'est pas Ivoirien. Il a une psychologie qui échappe aux Ivoiriens. Mais peut-être qu'un Burkinabé pourra le lire. Donc il est bon que les Ivoiriens s'associent au Burkinabé pour comprendre qui est Ouattara. Oui, Ouattara, en tout cas là, il démontre que psychologiquement, il n'est pas Ivoirien. Ça étonne, les Ivoiriens eux-mêmes, ils ne se comportent pas comme ça. Donc ce monsieur n'est pas Ivoirien. La preuve est faite par son identité culturelle qui n'est pas Ivoirien. À l'origine. Il est africain. On lui reconnaît ses droits en tant qu'Ivoirien. Mais de fait, il n'était pas Ivoirien. Même si j'avais aucun élément, ceci, avec ces traces-là, sa façon de se comporter, de serial killer, prouve qu'il n'est pas Ivoirien. Je termine maintenant. Pourquoi se débarrasser de Ahmed Bakayoko, celui-ci? Bon, au fait, avant de développer là-dessus, juste Patrick Hachi, là. Patrick Hachi. J'ai vu que certains disent que c'est une fake news. Bon, n'empêche qu'il y a quelques mois, il y a eu le coronavirus. Bon, ça, beaucoup de gens l'ont eu. Mais là, tu viens de dire autre chose. Mais il y en a qui disent que c'est une fake news. C'est pas une fake news. Même si c'est une fake news, même si c'est une fake news, il a intérêt à ouvrir les yeux. Puisqu'on vient de mettre en évidence le côté serial killer de Ouattara. Bon. Alors, donc, Ouattara, pourquoi il s'en prend à Ahmed Bakayoko, qui était son fils, en plus, le président des francs-maçons Côte d'Ivoire. Franc-maçon qu'il est lui-même, Ouattara. Oui. Eh bien, il y a le problème de la drogue. La 2A américaine est sur le dossier. Ce dossier est sorti au mois de juin 2020, dans la presse. Mais il y a le problème de la drogue. Et Ouattara, je pense, en tant que il est prêt à éliminer tout ce qui va le gêner. Si éliminer d'une façon insidieuse, parce que le poison, c'est une bonne façon d'éliminer quelqu'un sans conscience. Surtout un poison qui agit à long terme ou à moyen terme. Alors, donc, éliminer Ibrahim Koli, peut-être que pour Ouattara, c'est une façon de stopper que l'enquête remonte jusqu'à lui, puisque ça s'arrêtera à celui qui est mort. Ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse. Bon, on vous comprend parfaitement. Après les éclaircissements, en tout cas, après les explications de Dr Jean-Paul Bellec, Paul est là, finalement, on va se rendre compte que Alassane Dramane Ouattara n'est pas là pour les Ivoiriens, il est là pour imposer, en tout cas, les règles qui lui viennent, alors peut-être, vous le dites comme ça, les dossiers qui lui viennent de la France. Il n'a jamais caché sa francophilie. Dramane Ouattara, sa francophonie. Peut-être que francophilie. Ah, vous voyez le lapsus francophonie. Alors, allons-y comme ça. Allez-y comprendre quelque chose, mais je ne regrette pas ce lapsus parce qu'il peut être révélateur de beaucoup de choses. Alors, il n'a jamais caché sa francophilie, jamais. C'est-à-dire qu'il s'en revendique même. Disons qu'il fait partie au même rang que Macky Sall de ceux qui défendent, non seulement défendent, l'assument et la revendiquent, et se revendiquent comme partie prenante, intégrante et intégrale de cette francophilie. Donc, c'est pas très étonnant, c'est pas très étonnant. Bon, il a été très bien expliqué sur ce plateau, je ne vais pas revenir là-dessus, puisque moi-même j'ai pris des notes, et ils m'ont suffisamment édifié, mes copanélistes, sur le mode opératoire d'Alassane Ouattara, sur ses intentions, sur les accointances et les micmacs dans lesquels lui-même est impliqué, et qu'il veille à s'épargner, dont il veille à s'épargner le retour en sanction, et donc, en effet, boomerang. Et donc, on comprend très bien que le peuple, en réalité, est relégué au second rang, en termes d'intérêt. Oui. Et que, mais comme l'a dit Jean-Paul Bellec tout à l'heure, revenons toujours sur l'histoire. Comment est-ce qu'il arrive au pouvoir ? Comment est-ce que Alassane Ouattara arrive au pouvoir? Il arrive au pouvoir comme il mène son pouvoir, c'est-à-dire en cassant tout et en détruisant tout autour de lui. C'est pas vrai. Il arrive comment au pouvoir? Il n'arrive pas tranquillement sur un cheval blanc avec des trompettes. Il arrive avec des bruits de bottes, il arrive avec des coups de bombe, il arrive avec des cadavres, il arrive avec des morts, il arrive avec le désordre, il arrive avec du sang, et pas n'importe quel sang, le sang des Ivoiriens. Et donc, j'ai envie de dire, quitte à ce que ça paraisse cynique, que en réalité, pourquoi s'interroger ou s'étonner de la façon dont il mène le pouvoir? Il n'a qu'à voir comment il est arrivé au pouvoir. Donc, combien de présidents sur la planète, même si beaucoup parmi eux peuvent être considérés comme des personnes pas saines, et encore moins saintes, mais
combien de présidents dans le monde sont arrivés par autant de vacarme, autant de destruction, autant de pleurs, autant de larmes, autant de sang? Combien? Et donc, aujourd'hui, ce serait même étonnant qu'il en soit autrement. Pendant son règne, ce serait étonnant. Donc, il est logique avec lui-même, il est conséquent avec lui-même, avec ses méthodes, avec son modus operandi. Oui. Et donc, je plains le peuple, tout simplement, parce que c'est toujours, encore et toujours, les peuples, et précisément dans ce cas, le peuple ivoirien, qui paye le lourd tribut de la grosse mascarade des politiques qui, en réalité, n'ont cure du peuple et ne pensent qu'à leurs seuls intérêts. Et aujourd'hui, après tout ce qui a été dit sur ce qu'il est, finalement, parce que je le dis, j'ai bien appris un certain nombre de choses ou consolidé un certain nombre d'hypothèses qui aujourd'hui s'avèrent être des réalités et qui veulent que il n'y a rien à attendre d'Alassane Ouattara et que c'est, je l'ai dit tout à l'heure, il ne fait pas bon vivre dans l'environnement politique de Ouattara, qu'on soit dans son camp ou qu'on soit à l'extérieur, puisqu'il n'épargne personne. Il n'épargne pas ceux qui sont en face, il n'épargne pas ceux qui sont à ses côtés. Et finalement, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut, quitte à avoir l'esprit suicidaire, il vaut mieux ne pas être dans ces 5,50 m politiques. Donc, un soutien au peuple ivoirien, qui est un peuple qui a souvent été martyrisé du fait justement de la lutte de ces mastodontes politiques. Comme on dit, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Et donc, moi j'ai une grosse pensée pour le peuple ivoirien, comme tous les peuples africains qui sont en réalité et malheureusement les perpétuelles victimes des caprices macabres, mafieux et criminels de ceux qui sont considérés comme étant leurs dirigeants, mais qui en réalité ne font pas cas de leur peuple. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est tout à fait regrettable et on est impatient de voir comment les choses vont se dérouler par la suite et ce qui va éventuellement, sans le leur souhaiter, arriver à ceux qui restent encore dans le précaré politique de Ouattara. En tout cas, on va présenter nos condoléances à tout le peuple ivoirien. Pendant ce temps, Albert Anatola ici, d'après les dernières informations également, 2 camps sont indexés justement actuellement du côté de la Côte d'Ivoire dans cette affaire. Il y a le camp Soro, mais il y a également le camp Ouattara. C'est vrai que sur le continent africain, on ne dit pas mal des morts, mais on ne va pas également oublier que Ahmed Bakayoko n'était pas un enfant de cœur. Il y a quand même ce qui appelle dans ce casting macabre. Oui. C'est quoi? C'est que j'ai le sentiment qu'il y a comme une sorte de résignation collective. Que ce soit au niveau du peuple ivoirien, que ce soit même au niveau des familles. Personne ne demande une autopsie. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Ce qui suppose donc peut-être que les familles sont convaincues, n'est-ce pas, du diagnostic qu'il est donné par les traitants. Est-ce que ce n'est pas possible de demander, si vous trouvez qu'il y a mort suspect, est-ce que ce n'est pas possible de demander, d'exiger une autopsie? Parce que ça fait quand même beaucoup de morts. Ça fait trop. Donc moi je pense qu'il faudrait, à mon sens, commencer d'abord par lever ces paradoxes, justement cette curiosité-là. Maintenant, pour revenir à votre question, écoutez, est-ce qu'il était un enfant de cœur? Vous savez, en politique, tous les coups sont permis. Hein. Il y en a qui très souvent, il y a ceux qui veulent verser soit dans le soufisme ou bien dans l'angélisme, ils ne veulent même pas de la morale en politique. Ça n'existe pas la morale en politique. Puisque la politique, en l'essence, par essence même, n'est pas morale. Amoral. Donc, si M. Ahmed Bakayoko n'était pas un enfant de cœur, il n'a fait que respecter le machiavélisme politique. C'est ça le principe. C'est ça sont les règles du jeu. Maintenant, est-ce qu'il s'est fait harakiri? Tout est possible. Parce que lorsqu'on est quand même le fils chéri de son père et que ce père-là décide de vous sacrifier, il y a un questionnement qui doit forcément être mis sur la table. Pourquoi? La réponse est également simple. C'était le successeur potentiel conditionnel. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas lui. Je parle du poste du Premier ministre. Il a fallu faire engager une sorte de référendum, entre guillemets, pour justement dégager le véritable successeur constitutionnel qui n'était pas avant, n'est-ce pas, le Premier ministre, chef du gouvernement.
Et dans ce casting unique, je voudrais également constater que le vice-président de M. Alassane Dramane Ouattara n'est même pas en fonction. Il a préféré prendre la tangente, tout simplement. Il n'était même pas... Non, je veux dire, avant, pas l'ancien, moi je parle pas de celui qui n'a même pas encore été nommé là et qui en principe devrait l'être. Moi je parle de l'ancien vice-président. Il a pris sa tangente parce qu'il a vu qu'autour de lui, justement, il y a une saturation d'une odeur de cadavre. Est-ce que ce décompte, cette comptabilité macabre va s'arrêter avec le décès de M. Ahmed Bakayoko? Je ne pense pas. Hein. Je pense qu'on va encore assister à d'autres scénarios de macabres. Finalement, on s'achemine justement vers une épuration politique. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le problème, comme tout à l'heure je l'ai indiqué, quand vous regardez la qualité des personnalités qui partent soit à l'exil, qui sont mises en prison ou qui décèdent, ce sont des technocrates. Ce sont des politiciens bien aguerris. Et là, ça rejoint justement ce que vous avez appelé tout à l'heure la prophétie de M. Laurent Koudou-Babo. C'est-à-dire que ceux qui seront très chanceux, ils vont aller en exil ou en prison, mais les plus malchanceux vont se retrouver deux mains sous terre. Ça renvoie à ça parce qu'aujourd'hui, c'est justement ce qui se passe. J'ai même envie de dire à M. Laurent Gbagbo qui, dans quelques heures, va également rentrer dans les couloirs judiciaires de la CPI, que franchement, il faut falloir qu'il alterne un peu avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est important. Donc, je crois que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, déjà, il se pose un problème de renouvellement de la classe politique ivoirienne. Est-ce que c'est ce renouvellement-là que M. Alassane Dramane Ouattara a engagé à sa manière sur l'instruction de M. Macron? Toutes les hypothèses sont possibles. Il faut les mettre sur la table. Mais pourquoi avoir besoin de les éliminer? Tout à l'heure, je vous ai indiqué que c'est là, ce qui décède, soit c'est une AVC, soit c'est qui est occasionné par quelque chose, soit c'est un cancer qui est également provoqué par quelque chose. Bon, moi je pense donc que il y a donc soit la dame qui marche avec le poison. Il y a donc forcément, j'espère que ce n'est pas le plutonium. Donc, je pense donc qu'il y a donc un problème et il appartient aux familles des victimes, de ces victimes-là, de demander au moins l'autopsie pour voir clair. Parce que sinon, ça va être un clair-obscur. C'est la moindre des choses, hein, de demander l'autopsie. Moins des choses de demander l'autopsie. Docteur Jean-Paul Bellec, je vais me tourner justement vers vous, tout à l'heure dans notre débat et surtout dans notre questionnement de ce vendredi. Côte d'Ivoire, assassinat politique ou mort naturelle, s'achemine-t-on vers une épuration politique, en tout cas pour Albert Anatole ici. On n'est pas prêt de s'arrêter, Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt de s'arrêter. On pourra encore compter des morts et surtout des personnes qui seront constitutionnellement, disons-le comme ça, proches du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Oui. Alassane Ouattara, bon, moi, vous savez, j'ai étudié un peu le latin quand j'étais au lycée. Hein. Oui. J'ai fait du latin, c'est pour ça que je donne souvent les citations latines ici. C'est pas pour briller, mais c'est parce que je l'ai étudié, ça m'est resté. J'ai fait le latin de la 4e jusqu'en terminale. J'ai passé même les examens en latin, que ce soit le bac ou le brevet, j'ai fait ça en latin. J'ai fait le latin. Mais alors, donc, ça me fait penser dans la tradition latine, à Néron. J'ai hésité entre Caligula et Néron. Il me semble que Néron est le plus approprié. Parce que c'est la fin de Néron qui attend Ouattara. C'est le genre. J'ai même pensé à Jules César. Parce que juste à son aphorisme, là, Tu quoque mei fili, toi aussi mon fils. Il parle de Brutus, qui lui aussi prend la dague pour le poignarder devant le Sénat romain. Mais j'ai hésité parce que je me suis dit, peut-être qu'un de ses fils va le poignarder, ça fera l'inverse. Toi aussi mon fils. Mon fils. Bon, bref, alors, mais finalement, je trouve que c'est plutôt le destin de Néron, en fait, qui est propre pour Ouattara. Oui. À savoir, il a même tué sa propre maman. Il a tué sa femme. Il a tué plein de gens. Il a même fait brûler Rome, enfin une partie de Rome. Tout ça pour le pouvoir de Néron. Mais lui-même a fini comment? Il a aussi fini. Pareil, comme il a fait aux autres. Oui. Voilà. C'est le soldat, sa garde prétorienne qui va s'occuper de lui. Alors, Ouattara a un environnement bizarre. Il y a sa femme, on comprend que depuis Dominique Ouattara, depuis l'époux de Houphouët-Boigny, était déjà là, encadrant Houphouët-Boigny. Il y en a même qui prétendent que c'était sa maîtresse. Je dis prétend, moi j'ai pas de preuves. Ensuite, il y a eu Ouattara qui est arrivé. C'est une femme blanche, française. Et il faudrait dire juive.
Je n'ai rien contre la religion juive ou les juifs, pas parce que je le dis, mais j'ai tout contre les juifs talmudistes. Parce qu'ils nous ont condamnés, nous les Noirs, c'est écrit dans le Talmud. Et ça, rapidement j'ai pris connaissance de ça, et que j'ai approfondi la réflexion là-dessus, les talmudistes et moi, on est des ennemis. Je n'en démords pas, je sais que c'est même nos principaux ennemis, nous les Noirs africains, Oui. pour ne pas dire les Noirs tout court. Parce qu'ils nous ont traités comme des demi-hommes, demi-singes, et même parfois des biens meubles, et jusqu'à l'écrit dans le Code noir. Quand on regarde bien, ça revient toujours au talmudisme. Je me demande si Mme Ouattara n'est pas une simple juive, mais plutôt une juive talmudiste. Bon conseil de son mari. Le sang du noir ne vaut rien pour ces gens-là. Donc, même si elle avait des relations avec Bakayoko, comme certains l'ont supputé, il est mort, on le tue. Et donc, elle peut aussi faire tuer Ouattara. Ouattara n'est pas plus à l'abri. C'est juste un pion, c'est un nègre. Même si on lui a donné un certificat d'évoluer en lui disant, bon, toi, tu es l'exception qui confirme la règle, t'as beau être noir, mais pour nous, tu es blanc comme nous. Peut-être même, on l'a même converti dans la religion talmudiste, allez savoir. Je n'étais pas là pour voir. C'est juste des hypothèses. Hein. Bon, mais qui peut mettre fin à l'analyse. Mais je dis, monsieur Ouattara, un bâton mis dans une rivière ne devient jamais un crocodile. T'es un Africain, noir, nègre. Oui. Tu l'oublies, on te le rappellera. T'es un Africain noir, nègre, ça se voit. Et on sait où tu es né. Que tu sois ivoirien ou burkina, peu importe. En tout cas, tu es né en Afrique subsaharienne. On connaît ta couleur. On ne vit pas à côté de ta vie, là. Donc un jour, ces gens-là vont te le rappeler. À commencer par ta femme. Elle sera peut-être même la première à te trahir. Parce qu'elle sait aussi qui elle est. Puisque, est-ce que Mme Dominique Ouattara, excusez-moi, je ne vais pas rester trop longtemps sur elle. C'est vrai que le propos c'est sur son mari. Mais est-ce que Mme Dominique Ouattara aurait vécu, et c'est pas la seule, toutes les premières dames blanches en Afrique, surtout Afrique noire, est-ce que ces femmes-là vivraient en Afrique si, même en tant que présidente, si les conditions de vie de leur mari de président n'étaient pas si bonnes qu'elles ont des servantes, elles ont des gardes du corps, elles ont tout le bien, elles vont à Paris quand elles veulent, ou si elles n'avaient pas le bien-être là, cette vie favorisée, je ne suis pas sûr que l'amour serait suffisant pour la plupart d'entre elles. Donc, Mme Dominique Ouattara, elle a aussi un enfant, d'ailleurs. Et puis, elle a un réseau qui inclut Sarkozy, qui est actuellement chez les juges. Si Sarkozy a pu être chez les juges, et c'est Sarkozy qui a installé Ouattara, c'est le président, et vous croyez que Ouattara est à l'abri? Ouattara, il va se débattre, qu'il monte, qu'il descende, à bête, à sauce, à celui Bassa. Ce qui doit lui arriver, John Tebofo, ça va lui arriver. Ça, c'était du Lewondo. Allons-y, on vous suit. Ça va lui arriver, il ne peut pas échapper à ça, à son destin. Ouattara. Donc moi, je dis que le destin de Ouattara ressemble soit à celui de Néron, mais je pense que c'est celui de Néron, soit à celui de Jules César. On peut aussi regarder côté Caligula. Mais ça va lui arriver. Il n'est pas à l'abri, ce monsieur. Mais Caligula, c'était un pervers. Très pervers. Et Ouattara, lui, n'en est pas un. Ça va lui arriver. Donc, effectivement, je suis de l'avis avec Paul. Le président Barbeau devrait faire attention. Même Blé Goudé, là, qui parade actuellement, là, en pensant que c'est parce qu'il prône la réconciliation que Ouattara serait sensible, va le laisser tranquille. Attention, les Ivoiriens, là, c'est pas parce qu'on vous appelle Ivoirien que vous devez rien voir. Vous êtes des Africains. Et Burni, c'est pas Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est du français. Il y avait Gold Coast aussi, chez les voisins là. Mais Oman Nkrumah, il a préféré prendre le nom d'un grand empire africain, Ghana. Comme Abyssinie. Hein? Ménélique II a préféré prendre le nom de Éthiopie. Même si ça sonne encore grec. Mais en tout cas, Éthiopie en grec veut dire noir. Alors, donc les Ivoiriens, il faut ouvrir bien les yeux. Essayez de comprendre la psychologie de ce personnage. Il est hautement dangereux pour vous et pour l'Afrique. Et je vais chuter en disant que la fin de Ouattara est imminente. Et c'est aussi la fin du système franc CFA en Afrique de l'Ouest éco. Parce qu'en Afrique centrale, oubliez, ça n'existe plus. Hein. Non, c'est pas ça n'existe plus, mais ça ne viendra plus. Quelle que soit la forme. Mais je parle pour l'Afrique de l'Ouest, le Ouaggron prôné par Ouattara et Macron, je pense qu'il va mourir, Ouattara. C'est fini. Et l'Afrique va gagner à nouveau, comme toujours. Les gens ne voient pas l'évolution de l'Afrique. On vit des drames. On a l'impression que c'était catastrophique. Mais regardez bien. Depuis le premier Africain enchaîné, emmené comme au Portugal, oui. Nous sommes là au 15e siècle, c'est 1440 et quelques. Jusqu'à aujourd'hui.
l'Afrique ne fait qu'avancer. À petits pas peut-être, mais on ne fait qu'avancer. À chaque fois, on gagne des libertés. Mais finalement, on va avoir la liberté totale. En fait, c'est notre dernier objectif. Nous ne voulons plus des libertés à petits pas. Gagner. Non, maintenant, on veut la liberté totale. Et dans cette liberté totale de l'Afrique, les Ouattara n'ont pas leur place. Merci beaucoup, messieurs. Permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs ce matin et je vais revenir à vous. Bonjour, monsieur l'animateur, je suis votre émission. Je veux vous dire quelque chose. Quand les personnalités politiques meurent, vous faites des débats et quand ces personnalités politiques tuent la population pour être au pouvoir, vous trouvez ça normal. Si les hommes politiques meurent, la population doit se réjouir. Non, ne vous inquiétez surtout pas. À chaque fois que la population meurt, il faut le dire, nous sommes toujours du côté de la population. Bon. Allez savoir, on est toujours du côté de la population et pas du tout du côté des politiques. C'est ça qui nous intéresse d'ailleurs le plus. Allons-y messieurs avec les messages. Ça c'est une vidéo qui nous a été envoyée par quelqu'un. On va la regarder plus tard. Bonjour DBS, le gouvernement togolais a été vacciné par le vaccin AstraZeneca avant-hier et hier. La RFI a dit que le vaccin coagule le sang. En ce moment, à qui ils vont accuser qui est-ce qu'ils vont accuser? Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. C'est Fabrice Yomi qui nous écrit depuis Niamey au Niger. Monsieur Steve, en principe, l'Afrique n'a pas besoin de ce faux vaccin. Les dirigeants peuvent utiliser cette somme pour équiper nos hôpitaux publics ou construire les écoles que payer un vaccin qui n'a pas de sens. Merci à vous Fabrice Yomi depuis le Niger ce matin. Bonjour Steve, même si nous ne pouvons pas comprendre cette histoire, je dis et redis que tout ce que lui-même il a fait à l'ancien président Gbagbo, Laurent, c'est le karma. Tous vont payer. C'est ceux qui ont fait nous Africains. On ne doit pas se poser des questions. Qui cherche va trouver. Regardez lui-même. Mais les dames de Gbagbo, Simone, nues, vous trouvez normal? Ils ont cherché, ils ont trouvé. J'ai les larmes aux yeux pour le fait qu'on a mis la dame nue. C'est merci, c'est Adja qui nous écrit depuis Douala, ici même au Cameroun. Bonjour Monsieur Steve, le problème d'alternance en Afrique, car même si chaque année on décide d'avoir un nouveau président, rien ne changera. C'est un système qu'il faut déboulonner avant de choisir nos leaders. C'est Adamou qui nous écrit depuis Maroua ce matin. Bonjour Steve et tous tes invités de marque panafricain pour le changement de l'Afrique. Pour ma part, il devenait gênant pour le régime en place après avoir fait le sale travail pour eux. Dommage que certains Africains politiciens n'ont pas encore compris. Le régime de la Côte d'Ivoire veut placer son petit frère pour sa succession. C'est Edo depuis Chicago. Bonne journée, merci. Steve, je peux avoir le numéro du docteur Mbelek. Vous aurez le numéro du docteur Mbelek. Ne vous inquiétez pas. Edo, vous qui nous écrivez depuis Chicago aux États-Unis. Bonjour Monsieur Ngossi, à tous vos panélistes Afrique Média. Non. Sur YouTube, Monsieur Gbagbo, où il a affirmé deux choses qui m'ont beaucoup marqué. Si tu veux être riche, ne fais pas la politique. Il faut faire les affaires. Quand tu fais la politique, il faut savoir qu'il y a un fauteuil déjà occupé et qui l'occupe, c'est le peuple. Il faut aussi noter qu'il y a une enquête en cours de la CIA sur un vaste réseau de trafic de drogue impliquant plusieurs grandes personnalités du gouvernement ivoirien, dont ceux qui sont actuellement gravement malades. Coïncidence, Monsieur Ngos? Il me pose la question. L'avenir nous le dira. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Bonjour, sur le plateau, les mathématiques sont claires. C'est le même mode opératoire. Ouattara est bel et bien concerné. La fin du film Ouattara va positionner son grand frère. Merci, docteur Mbelek. C'est Naoum Georges qui nous a écrit ce matin. Bonjour, salut le plateau. La réalité est que la politique, rien n'arrive sans être prévu. Et même la mort. À chaque fois qu'on gagne un poste politiquement, on fait un pas vers la mort. C'est Diallo Bachirou qui nous écrit depuis le Bénin, précisément à Porto Novo ce matin. Bonjour Steve, on est fatigué de nos gouvernants barbares, sataniques, sorciers, escrocs, tueurs et diaboliques, francs-maçons. Et tous ces problèmes viennent de la France. L'Afrique doit dire non à la France et on doit se libérer. C'est Michel qui nous écrit depuis le Togo. Bonjour Steve Ngos et son panel, bonjour s'il vous plaît, Dr Beller, laissons les Burkinabés tranquilles. Ouattara ne l'a jamais été, c'est un voltaïque, Sankara a créé sa chose, Ouattara n'y a jamais été. Monsieur Otua et Foulan à Yaoundé, l'histoire de la Côte d'Ivoire est en train de s'écrire, c'est le wait and see, Monsieur Otou à Ifoulan à Yaoundé qui nous a écrit ce matin lui également. Bonjour, bien le bonjour à vous, monsieur Steve Ngos, et à tous les illustres invités et techniciens du Divers ce matin. Il s'agit d'un assassinat dans le cas de la mort de monsieur Bakayoko. Je tiens à révéler quelque chose sur votre antenne de DBS pour dire au chef de l'État du Cameroun qu'il est aussi dans la ligne de mire dont il est prévenu. Merci à vous et très bonne journée. C'est Rigobert Gouden-Yemek qui nous écrit depuis Paris en France.
quelqu'un qui nous envoie justement au domicile d'Ahmed Bakayoko après son décès. Il nous a envoyé des images. Bonjour DBS Matin, bonjour le panel, un bonjour particulier au docteur Jean-Paul Bellec, à qui je souhaite un bon retour dans la grande famille. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est révélateur. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Adresser les condoléances aux familles de ces personnalités, c'est se moquer des milliers de familles qui ont perdu les leurs. C'est la justice de Dieu qui opère en Côte d'Ivoire lorsque vous arrivez au pouvoir par des moyens sataniques, en piétinant la volonté du peuple. Sachez que voilà ce qui vous arrivera. Tous ces criminels qui ont aidé Alassane Dramane Ouattara à chasser Gbagbo du pouvoir seront châtiés. Dieu combat pour le peuple ivoirien. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous de comprendre. Si Ado et ses amis qui sont au pouvoir insistent, ils vont tous mourir. À eux de comprendre, Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. Lorsque Dieu combat pour vous, son esprit sème la confusion dans le camp du diable et les démons s'entretuent. C'est la raison pour laquelle il est en train de tuer tous ceux avec qui il a pris le pouvoir. Pour les personnes averties comme moi, je ne suis pas surpris. Pour moi, c'est l'épuration de démons. On s'achemine vers une libération de la Côte d'Ivoire des démons politiques. Bonne journée à vous. C'est Makita qui nous écrit depuis Douala, au Cameroun. C'est pas tout. Les teints noirs qui sont noirs, Ouattara c'est un blanc. C'est ce que toute la classe politique ivoirienne ignore. En politique, il faut faire extrêmement attention à son allié que son opposant. Pendant que d'autres mettent en prison ou renvoient leurs concurrents du pays, lui, il les tue. C'est déplorable pour non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi toute l'Afrique. Et en l'occurrence, l'Afrique de l'Ouest, de faire connaissance d'un tel Ouattara comme président. C'est très malheureux pour les Ivoiriens. Ils ont fait un faux pas. C'est Zachary Yao qui nous écrit depuis Sokodé au Togo. Bonjour à tous sur le panel de DBS Matin. Je suis très heureux de vous revoir en direct à la télévision ce matin après un combat compliqué avec le câbleur qui m'a fait rester 4 mois sans votre chaîne. Très belle thématique malheureusement en Côte d'Ivoire. L'on s'achemine vers une épuration politique. Aujourd'hui, pourquoi tous ces morts brusques et surtout répétitifs? À qui profitent d'ailleurs ces morts engendrées sans autopsie? Faut-il toujours faire venir des individus à leur place? Bonne continuation. C'est votre fidèle téléspectateur El Hadj Ahmadou depuis Yaoundé. Et oui, depuis 4 mois, il n'a pas eu le câble. Et son câbleur l'a joué à pile ou face sans lui donner DBS. Apparemment, c'est sur tout le triangle national camerounais que DBS souffre. J'espère seulement que les câbles opérateurs nous écoutent ce matin. Bonjour DBS, je suis vraiment d'accord avec l'idée selon laquelle Bakayoko, paix à son âme, a été écarté pour couper les liens avec Ado et sa femme, surtout par rapport au dossier sur le trafic de drogue. Il n'est autour de lui pour faire peau neuve en dépit de subtilité. 4 dinosaures du FPI décédés les uns après les autres après l'annonce de l'acquittement de Koudou. Vraiment, le monsieur va mal finir. Il sème beaucoup de piment autour de lui. Salutations fraternelles, cher Steve Ngos, Paul Ella, Anatole Aïssi et Jean-Paul Bellec. Gardons notre lucidité, ingrédient indispensable de nos jours. À l'inverse, des émotions qui sont le piège qui nous est tendu. C'est Kwame qui nous écrit depuis la Nouvelle-Calédonie. C'est un fidèle téléspectateur. Bonjour sur le plateau, merci pour la thématique. Ouattara est très cruel, mais qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est Camille Eba qui nous écrit depuis Efoulane à Yaoundé. Bonjour à vous sur le plateau, c'est le RHDP qui a tué Ambak. Ça veut dire que Gbagbo ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire, sinon il sera tué comme les autres. C'est Ibrahim Poulo qui nous écrit depuis Ngousso, c'est à Yaoundé. Toujours, il y a encore des messages, monsieur. Bonjour, c'est Akessé depuis la Côte d'Ivoire. Je voulais vous rappeler que les morts ont commencé bien avant. Les grands du FPI sont morts de la même manière. Et oui, c'est quelqu'un qui nous écrit depuis... c'est Akessé depuis la Côte d'Ivoire qui nous a également écrit pour nous faire comprendre que les morts n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé également au sein du Front populaire ivoirien, ceux qui avaient justement trahi Laurent Koudou-Gbagbo. Les dirigeants africains sont des moutons que l'Occident a attaché la corde au cou. C'est Bonaventure qui nous écrit depuis Baganté à l'ouest du pays. Toujours et encore des messages. Bonjour DBS TV, c'est le karma. Lorsqu'on soutient des despotes en Afrique, l'amour est le prix à payer. Non, je pense qu'il voulait dire la mort est le prix à payer. C'est quelqu'un qui nous écrit depuis le Gabon ce matin. Messieurs, restons sur le débat. Encore 15 minutes pour sortir de cette autre édition de DBS Matin. Paul est là. On ne va pas également oublier que Alassane Dramane Ouattara a nommé son petit frère à la tête, il faut le dire comme ça, par intérim, jusqu'à preuve de contraire, on va le dire comme ça, en attendant, justement, d'être confirmé au poste de ministre ivoirien de la Défense. Comme le disent d'ailleurs certains de nos téléspectateurs ce matin, apparemment, il prépare sa sortie en laissant son petit frère à la tête de la Côte d'Ivoire.
Absolument, absolument. La réponse est dans votre question. C'est d'ailleurs ce que j'avais en tête, parce que je commence à croire que vous avez des dons de divination, parce que exactement, c'est ce que la question que vous posez, c'est ce à quoi j'étais en train de penser. Il prépare clairement le chemin de son frère. Vraiment, c'est trivial, c'est d'une trivialité qui est même qui est basique. Il prépare le chemin, on sait comment ça se passe, en général en Afrique et en général... Vous avez la photo du petit frère, hein? Oui, mais c'est la photocopie. Et à un moment donné, je pensais que c'était lui. Donc, mais avec des yeux un peu plus ouverts. Donc, alors, moi, c'est tellement évident. C'est tellement évident qu'il est en train de préparer. Et puis, vous avez des ministères qui sont pas des moindres et qui, justement, sont des tremplins, des strapontins pour arriver aux fonctions les plus hautes, notamment la présidence d'un pays. Vous avez le ministère de l'Intérieur, vous avez le ministère de la Défense. C'est des ministères, quand vous regardez tous ceux qui ont fait partie du gouvernement et qui après se sont retrouvés présidents, à 80%, vous allez voir qu'ils sont passés par l'un de ces deux ministères, souvent le ministère de l'Intérieur. Donc, ce n'est pas ici comme ailleurs. Donc, c'est assez évident que Alassane Ouattara est en train de préparer son successeur et que pour lui, il ne faudrait que rien ne soit en entrave, ne soit un obstacle justement à ces desseins-là. Et finalement, c'est une saga familiale qui, comme l'a dit quelqu'un sur ce plateau, on a envie de dire, mais pourquoi même s'embarrasser de simulacres de démocratie ou de crimes, ou de tout ce qui va avec de fausses et prétendues intentions, quand on peut tout simplement déclarer qu'on est dans une monarchie constitutionnelle, puisque Alassane Ouattara a pu se démentir, en tout cas se dédire officiellement sur une prétendue non-représentation à sa propre succession. Et aujourd'hui, s'il a eu ce courage, mais il peut avoir le courage également de décréter une succession familiale et il trouvera juste le système politique qui va avec. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, avec tous ces morts, avec toute cette... déjà avec ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo, Blé Goudé, avec toutes ces machinations, tous ces crimes, qu'ils soient physiques ou politiques, ou même en termes d'idéologie, de système, ce n'est pas de bon augure. Ce n'est pas de bon augure, non pas pour la Côte d'Ivoire, même si elle est tributaire de ce qui se passe au sommet de son État, oui. Mais ce n'est pas de bon augure pour Alassane Ouattara. Je crois qu'il est aux abois, je crois qu'il y a des choses qu'on perçoit mais qu'on ne voit pas encore au grand jour, et qui sous-tendent justement ces agissements-là. Parce qu'on voit très bien qu'il y a une sorte de malaise. On voit très bien qu'il y a une sorte de précipitation à mettre quelque chose en place sous la pression d'un certain nombre d'éléments qui vont certainement, plutôt tôt que tard, se mettre en évidence. Et je suis presque convaincu, mon intuition me dit que il se trame quelque chose en Côte d'Ivoire et quelque chose qui n'est pas bon pour le gouvernement de Ouattara et pour Ouattara lui-même. Et je pense qu'il est dans une posture où c'est plus de l'agitation, c'est plus du saupoudrage qu'autre chose. Et donc je pense qu'il est mal et quelque chose me dit que les jours, les mois à venir vont bien démontrer pourquoi il y a toute cette agitation et toutes ces manigances-là. Albert Anatola, ici, je vais vous poser la question. Hein. Apparemment, le poste de Premier ministre et de ministre de la Défense sont un danger pour qui prend l'initiative justement d'être Premier ministre et ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. Je vous prends le cas d'ailleurs de Guillaume Soro. Il a été Premier ministre et ministre de la Défense et il a été écarté. Vous avez oublié également le ministre de l'Intérieur, je crois. Le ministre de l'Intérieur, bon, voilà. Je voulais m'arrêter justement à cela. Non, je veux dire que ce sont les ministères de souveraineté. Oui. On ne les confie pas à n'importe qui. On les confie aux hommes de confiance. Tout à l'heure, je parlais d'une monarchie qui est en train de s'installer, de s'instituer en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une sorte de Côte d'Ivoire alternative qui est en train de se mettre en place. Et c'est clair que lorsque vous voyez le casting politique qui est en train d'être déroulé par M. Alassane Ouattara, je crois qu'il s'agit de se préserver des
des mauvaises surprises. Il faut quand même dire que ce monsieur, il a quand même des comptes à rendre à la conscience d'abord ivoirienne et à la conscience africaine par rapport à certains crimes assumés. Ça, il faut nous dire. Donc, je crois qu'il est important qu'avec le casting que nous constatons, eh bien, il faut se préserver des surprises désagréables. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère un État qui se veut démocratique? Je ne pense pas du tout. Quoi qu'il en soit, la Côte d'Ivoire devait quand même un pays atypique. Un pays atypique où vous avez, en l'espace de quelques mois, plusieurs hauts commis de l'État qui décèdent, qui sont évacués et qui sont évacués à l'extérieur pour être pris en charge, pour se faire soigner. Ça pose quand même qu'il y a un problème. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, il y a des fixations à la Côte d'Ivoire. Il y a un malaise, j'allais dire. Il y a un malaise. Il y a un malaise en Côte d'Ivoire, notamment sur le plan politique. Je voudrais également, tout à l'heure, il y a un inspecteur qui disait qu'effectivement, les crimes ne datent pas d'aujourd'hui, ça date je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos. Abdourahmane Sangaré, qui était le gardien du temple, n'est-ce pas, du Fonds populaire ivoirien, il est mort de quoi? D'AVC. Et on a soupçonné justement un empoisonnement. Donc, dès qu'ils sont du Front populaire ivoirien, décidément, à l'intérieur du RDR, vous avez des gens qui sont ciblés parce que ils peuvent jouer un rôle majeur demain, n'est-ce pas, par rapport à l'alternative politique qui pourrait survenir. Je crois que de manière fondamentale, puisque vous avez tout à l'heure évoqué le cas de M. Sarkozy, mais qui est le conseiller de M. Alassane Ouattara, il joue également un rôle majeur. Il joue un rôle majeur. Tout à l'heure, c'était pas anodin quand j'ai convoqué ces éléments, ces faits historiques. C'est-à-dire que lorsque Houphouët-Boigny décède, qui est à ses côtés? Ou bien qui sont à ses côtés? Et des personnes à voir Houphouët-Boigny de son vivant, avant son décès, c'est Dominique et Alassane Ouattara. Que s'est-il passé? Que s'est-il dit? Que sont-ils dit? C'est ça le problème. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, le casting politique qui est en train de se mettre en place, c'est un très mauvais casting. Et ça n'augure pas de l'honneur. Oui. Non, du tout, du tout. Je vous l'ai dit tantôt, vous disiez peut-être demain que je suis un prophète. Nous ne sommes pas encore arrivés parce que la boucle va être bouclée. Lorsque un baobab va tomber, et ce baobab, j'ai peur que ce soit lui, j'ai peur que ce soit le commanditaire des crimes, des accidents politiques actuels, des emprisonnements, et c'est lui qui, n'est-ce pas, anime, organise. Vous êtes dans la même ligne avec le docteur Jean-Paul Bellec? Non, je l'ai dit avant lui. Lui, il a beaucoup plus utilisé les éléments mathématiques. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. C'est-à-dire qu'après Ahmed Bakayoko, il y a encore des gens qui vont tomber. Parce qu'il y a la grande faucheuse en jupe qui se balade. La grande faucheuse en jupe qui se balade. Docteur Jean-Paul Bellec, pour sortir de cette édition de DBS Matin, on va quand même dire que le premier responsable du malheur de la Côte d'Ivoire, c'est quand même la politique française qui sème le chaos depuis de longues années, de longues décennies en Côte d'Ivoire. Oui, et dans beaucoup d'autres régions d'Afrique, absolument. Oui. D'ailleurs, Mme Ouattara Dominique, malheureusement, ce n'était pas sur elle, mais bon, elle est là. Mme Ouattara, elle est de nationalité française à la base. Oui. Bon, maintenant, 3A, donc Albert Anatole ici, nous a fait remarquer que les dernières personnes à voir en vie Houphouët-Boigny étaient Dominique et Alassane Ouattara. Oui. Ouais, je reviens sur la culture latine. Ça me fait penser à la mort de Marc Aurèle. Attendez, vous avez tous vu le film Gladiator, non? Oui. C'est sur Marc Aurèle et son fils, là. Hein? Vous voyez, comme il ne veut pas que son fils le succède, il le dit sur son lit, là. Il n'est pas encore mort, hein. Il est souffrant seulement. Il le dit à son fils. Et qu'est-ce que son fils fait? Il étouffe. Il étouffe, il le tue. Qu'il ne me dit pas que Madame Ouattara et Monsieur Ouattara, Alassane, devant Houphouët sur son lit, Houphouët dit que mon gars, parce que je t'ai fait venir ici, hein, mais tu ne vas pas me succéder. D'ailleurs, la Constitution ne le permet pas. Mais il étouffe aussi, il meurt. Dans les crimes de Ouattara, en Côte d'Ivoire, peuvent remonter jusqu'à Houphouët-Boigny, que les gens du PDCI maintenant commencent à regarder aussi de ce côté-là. Ce sont des séries que le Madame Ouattara, Monsieur Ouattara, ils sont ensemble. C'est un couple infernal. Donc, la France y est donc. On pourrait même faire un film, un film de fiction. La France y est là. Oui. Mais, j'ai dit ça
sur un autre média aujourd'hui ici. C'est toujours du latin. Il n'y a pas que les maths, j'ai aussi fait du latin. Prima ora vulnerat, ultima necat. La première heure blesse, la dernière tue. La France a déjà du plomb dans l'aile en Afrique, dite francophone. Restons sur le cas, mais elle va mourir. C'est que la domination française va cesser. Oui. La dernière heure est proche là. Alors, il y a les conflits que le montre en Centrafrique, il y a le Mali, c'est pas clair, la Côte d'Ivoire même. Ici, prenons du Cameroun. Moi, je pose une question, parce que vous venez sur la France à chaque fois. Ici, au Cameroun, pour la plupart des gens, le Cameroun, il y a francophone, anglophone depuis quand? Jamais. Ça, c'est juste réciter le paradigme occidental validé par les colons et les néocolons. Parce que les néocolons, eux, ils sont ici sur le territoire. Hein. Ils existent nombreux. Hein. Voilà. Non, le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Restons sur le droit. Le reste, c'est du viol du droit. Depuis 1918, on va dire 19, tranquille, avec la SDN, disons 1919, ok, le Cameroun est un territoire sous mandat de la SDN, pas de la France ou de l'Angleterre. La SDN, Société des Nations, que l'ONU a pris le relève. D'ailleurs, je dis tout de suite avant d'oublier dans ma chute, que je souhaiterais pour les pays africains qu'ils fassent preuve d'indépendance, et que d'ailleurs la meilleure preuve d'indépendance par rapport à la domination politique internationale, ce serait d'exiger la délocalisation de l'ONU. En d'autres termes, qui est plus le siège permanent de l'ONU aux États-Unis, New York. Voilà. Parce que nous savons que c'est les talmudistes. C'est leur domaine encore là. Bon. Alors, donc, ni colonie française, ni colonie anglaise. Mais comment ça se fait que, alors que la France perd la Seconde Guerre mondiale vis-à-vis de l'Allemagne, parce qu'il a fallu la libérer, avec les États-Unis et tous les alliés, y compris les Africains, vous savez très bien, vous connaissez l'histoire. Voilà. Comment ça se fait que cette France qui a perdu la guerre a un poids politique au Cameroun qui dépasse celui de l'Angleterre, qui, elle, a gagné la guerre, qui a vraiment mené la guerre. Et comment, il faut expliquer ça. Attendez, c'est quoi? Que la France pèse plus que l'Angleterre, alors que la France est à genoux, la France a perdu la guerre. Comment ça se fait que ici au Cameroun, ce territoire qui n'est pas petit, 475 000 et quelques kilomètres carrés, comment ça se fait que la France, entre guillemets, semble damer le pied en Angleterre avec les indépendances jusqu'à aujourd'hui, en imposant le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, que le Cameroun n'est pas? Comment ça se fait? Mais parce que ni l'Angleterre ni la France ne sont gérés par les Anglais ou les Français. Donc la question que tu poses là ne concerne pas la France, elle concerne les talmudistes. C'est pour ça que je demande la délocalisation de l'ONU. Ces talmudistes gèrent aussi bien l'Angleterre que la France. Donc quand ils disent aux Anglais, effacez-vous, maintenant c'est les Français qui gèrent à cet endroit-là, les Français gèrent. Vous voyez que ça ne correspond pas à la force politique ou militaire de la France à ce moment-là. Donc il y a une autorité au-dessus, et de l'Angleterre et de la France. Et c'est cette autorité-là qui met le désordre, pour le sujet qui nous intéresse, aussi en Côte d'Ivoire. Et vous voyez qui est à côté de Ouattara, je dis les talmudistes. Ce sont nos vrais ennemis. Oui. Merci, docteur Jean-Paul Bellec. Juste une chose. Oui. J'aimerais rassurer, j'ai eu le président Bandakani au téléphone. J'aimerais rassurer tous ceux qui m'envoient des messages et d'autres qui appellent dans les médias que le président Bandakani se sent bien. Il est guéri, il est seulement en convalescence et les médecins lui ont prescrit le repos. La fake news qui circulent dans les réseaux sociaux, le président n'a jamais eu le coronavirus. Le Covid-19, que ce soit clair. Il faut également le dire. Il sera de retour très bientôt, ne vous inquiétez surtout pas. Le président Bandakani se porte très bien, mais on lui a demandé beaucoup de repos avec les médecins. Lui, nous allons continuer à souhaiter prompt rétablissement. Messieurs, permettez-moi de lire juste un message de maman. Il y a une maman d'ailleurs qui nous regarde depuis le Niger, Maman Ousmane, depuis Niamey, qui dit bonjour le panel. Bon, elle dit bonsoir le panel. Toutes mes félicitations. C'est Maman Ousmane depuis qui vous écoute largement au Niger. Merci beaucoup Maman Ousmane depuis le Niger, à Niamey précisément, qui nous écoute tous les matins. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. Merci, c'est fait un plaisir comme d'habitude. Docteur Jean-Paul Bellet, merci également d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir reçu à nouveau. Docteur... Bon, disons docteur aussi. Bon, là, merci. C'est en cours, mais même quand ça sera bouclé, je n'insisterai pas pour qu'on mette les termes. Le docteur devant. Alors, merci. J'ai beaucoup appris. Merci pour mes copanélistes. Ils sont très brillants et je crois que je suis l'un des gagnants. Et bonjour et bonne fin de semaine, bon week-end à tous ceux qui sont scotchés devant leur télé et devant leur portable à chaque fois que JBS Matin passe. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation.
Le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'en est allé. Mais l'homme politique de son vivant a marqué ceux qui l'ont connu par sa conduite et ses actes selon de nombreux témoignages. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.